Rejoint sur ce plateau. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Le fait qu'Elisabeth Borne, aujourd'hui en déplacement dans le Calvados pour sa campagne de législative, aborde avec insistance dès cette première interview cette question du pouvoir d'achat, c'est un message qu'elle adresse directement aux Français? Oui, parce qu'en fait, la question du pouvoir d'achat émergeait à partir du mois de janvier-février comme la préoccupation première des Français, alors que c'était plutôt l'immigration lors du deuxième semestre 2021. Donc la question du pouvoir d'achat est essentielle. La difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il a été élu notamment avec beaucoup de voix, et il aura ses voix récupérées lors des élections législatives, de retraités. Et les retraités sont attentifs à la question de l'orthodoxie budgétaire. Et donc Emmanuel Macron doit répondre à court terme sur la question de l'urgence du pouvoir d'achat et donc du coup grever le déficit public, parce que soit vous augmentez les salaires, soit vous baissez les taxes, et donc du coup vous augmentez les dépenses publiques ou vous baissez les recettes, et donc du coup ça grève le déficit public. Mais dans le même temps, vous avez le gouverneur de la Banque de France qui dit que les taux d'intérêt vont augmenter en raison de l'inflation et que par conséquent, à long terme, s'il grève trop les déficits publics, il va augmenter la dette et vous aurez une pression sur la dette, comme ce qui s'est passé en Italie et en Grèce au début des années 2010, qui avait abouti à l'époque à la crise de la zone euro. Et donc du coup, il doit concilier des intérêts qui sont contradictoires, parce qu'en fait, politiquement, il est obligé de répondre à la question du pouvoir d'achat, mais en termes de politique publique et pour répondre à la question de l'avenir du pays, il est obligé de faire attention à ne pas grever le déficit public. Et c'est ça toute l'équation qu'il doit avoir. Donc il y a un petit trou de souris à tirer. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est pas évident. Je vais prendre un exemple en termes de chiffres. Si vous avez 5% d'inflation, donc 4,8, c'est à peu près les estimations que nous avons actuellement. Si vous augmentez les salaires de 5%, donc du coup de la moyenne des Français, vous augmentez le déficit public de 15 à 20 milliards d'euros. Donc du coup, c'est assez important pour répondre juste à la hausse de l'inflation. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette question-là est urgente pour le gouvernement. Je pense que vraisemblablement, ils vont faire des mesures d'aide qui seront ciblées en fonction de certains domaines. Vous avez parlé de la question du logement, qui est une grande partie des dépenses contraintes. Il a déjà fait des mesures sur la question de l'essence, et des mesures complémentaires peuvent venir pour baisser les dépenses contraintes. Merci William. William T, la priorité, donc le pouvoir d'achat, d'autant, et Anne le rappelait à l'instant, qu'il y a cette stagflation, cette inflation qui va durer. En fait, le problème de la stagflation, il est double. C'est que d'une part, en fait, l'inflation est plus élevée que la croissance. Et c'est ça le problème essentiel. C'est que quand vous avez souvent de l'inflation, mais d'habitude, en fait, l'inflation est inférieure à la croissance, et donc du coup, l'augmentation des salaires est supérieure, en fait, à l'augmentation des prix. La deuxième problème de l'inflation actuellement, c'est que c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre, en fait. Avec la crise sanitaire, vous avez une pénurie de la production parce que toutes les usines ont été mises à l'arrêt, et donc du coup, il n'y a pas assez d'offres pour permettre de faire un équilibre entre l'offre et la demande. Et la difficulté, c'est que le gouvernement français peut pas équilibrer l'offre en fait mondiale, à la fois sur la question de l'énergie, à la fois du gaz et du pétrole, mais également sur les autres matières premières. C'est pas le gouvernement français tout seul qui peut agir. Donc comment est-ce qu'il peut agir concrètement? Premier point, c'est en grevant le déficit public, soit par l'augmentation des salaires, soit par la baisse des taxes. Mais si vous faites une augmentation du déficit public, à long terme, en fait, vous avez une contrainte, notamment sur la question de la dette, avec l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc du coup, Emmanuel Macron, à travers le discours de Bruno Le Maire, essaie de tenir une ligne qui est responsable. Le deuxième point, c'est qu'en fait, l'inflation, même si vous avez un taux général qui est 4,5, 4,8, vous avez une inflation qui est disparate et qui est variée. Ça veut dire qu'il y a des prix qui augmentent comme l'énergie de 80 à 100%, alors que vous avez des prix qui sont beaucoup plus bas. Et donc, du coup, ce que propose le gouvernement, c'est d'agir l'inflation de façon ciblée. Donc, vous agissez sur l'énergie, sur le logement et sur certains prix qui sont spécifiques, et donc du coup en faisant des aides qui sont ciblées. Le troisième élément qui est difficile sur la question de l'inflation, c'est que ça touche des ménages mais de façon différente, parce qu'en fait un retraité va être touché différemment par rapport à un actif, parce qu'en fait un retraité souvent a déjà remboursé sa maison principale, est propriétaire de sa maison, et donc du coup est moins pesé sur la question de l'inflation et pesé sur l'inflation différemment, et donc du coup c'est touché à la fois l'inflation de façon ciblée sur les prix et après également sur les catégories d'âge, parce que les catégories d'âge sont de façon différente. Le quatrième point qui est difficile sur la question de l'inflation, c'est qu'en fait sur la question du pouvoir d'achat, c'est que les extrêmes ont pris le sujet depuis le début depuis janvier. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a porté des thèmes qui étaient très forts depuis sa campagne présidentielle, et Marine Le Pen aussi, et c'est le principal point faible du gouvernement d'Emmanuel Macron. Quand on prenait le comparatif au second tour de l'élection présidentielle sur Emmanuel Macron et sur Marine Le Pen, sur qui vous jugez crédible, Emmanuel Macron était plus crédible sur la question économique en général, mais par contre Marine Le Pen était jugée plus crédible sur la question du pouvoir d'achat. Merci William T pour cet exposé très complet. On se croit en cours d'économie. Qui n'est pas toujours large. En fait, là, il y a deux grands enjeux, des enjeux de court terme et de gestion, et des enjeux de perspective et de long terme. Sur les enjeux de court terme, elle doit gérer plusieurs sujets. La guerre en Ukraine, la présidence française de l'Union européenne, en tout cas épaulée Emmanuel Macron, et la gestion de crise du Quai d'Orsay. Et sur ces différents points, de toute façon, il y aura une continuité avec la politique d'Emmanuel Macron. Le grand enjeu, en fait, et c'est ça ce que va donner son discours, c'est quelles sont les perspectives à long terme, et est-ce qu'en fait, elle va revenir à la ligne de Jacques Chirac, qui s'était fait connaître, notamment, qui avait marqué son mandat par la question de l'indépendance par rapport aux États-Unis, sur la question de la guerre en Irak. Et donc, du coup, sur les deux grands sujets, c'est en fait, est-ce qu'Emmanuel Macron va continuer sur le discours de la Sorbonne qu'il avait donné en 2017 et marquer et continuer le développement stratégique et l'indépendance de l'Europe et de la France
par rapport notamment aux États-Unis, allié avec les États-Unis, mais toujours indépendant et souverain. Et c'est plutôt sur ces enjeux-là. Et ensuite, après, sur les questions à long terme, en fait, il y a des zones spécifiques, en fait, où on doit voir des clarifications de la politique d'Emmanuel Macron, notamment sur la question de l'Afrique subsaharienne, avec les récents développements du Mali, et notamment la présence de Wagner, et donc, du coup, un autre conflit avec la Russie, la question de l'approvisionnement énergétique par rapport au Moyen-Orient, la question des frontières en Europe de l'Est, notamment la question ukrainienne, la question russe, et surtout la perspective à long terme, et c'est le grand plan français, et c'est le grand plan européen, c'est la question du développement futur avec l'Indo-Pacifique, qui est la première région économique du monde, et c'est là où tout est centré, tous les enjeux économiques et diplomatiques, parce que c'est là où il y a la croissance de demain, notamment pour nos